أهلا بكم في هذا العدد الجديد من حصة سون بارتي بري على دزاير ويب تي في. ضيفنا اليوم هو السيد جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد. سيد جيلالي سفيان أهلا بك على دزاير ويب تي في. شكرا. أهلا. يساعدني في إدارة هذا النقاش الزملاء سعيدة بعيط من وقت الجزائر، مالك بن حسين من دزاير ويب تي في، ونوريا بوريحان من لو طون دالجيري. سيد جيلالي سفيان، أسستم حزب جديد سميتموه جيل جديد، لكن أنت لا تنتمي إلى ربما إلى جيل جديد، أنت جيل قديم، كنت في حزب اللي هو حزب التجديد الجزائري والآن أسست حزب جديد. لماذا الانتقال من حزب إلى حزب جديد أسميته جيل جديد؟ مساء الخير. أولا نظن حزب التجديد الجزائري حكاية قديمة الآن، تعود ترجع ل 1999 عندما استقلت من تلك الحزب. درك التسمية جيل جديد ماشي يعني أن وجوه اللي ما عندهاش خبرة في الميدان السياسي. جيل جديد يعود إلى فكرة أنه نقدر نعمل بمفهوم أولي، نضيف وظائف أخرى اللي نزيد يعني نجيبها. مثلا كهاتف النقال من جيل إلى جيل نحسن الأمور. فالجيل الأول الجيل السابق حرر البلاد، اليوم الجيل الحالي لازم يبني دولة القانون، لأن دولة القانون هي اللي راهيك يعني البلاد اللي تحتاجها. يعني اليوم ما كاش دولة قانون في الجزائر؟ لا، ما كاش دولة قانون. مالك. Alors à ce propos, justement, dans une préface de votre dernier ouvrage, vous êtes présenté comme un opposant de raison et non un opposant de passion. Oui. Alors Gilles Jadid, dans quel axe il va être placé à l'avenir? Gilles Jadid en réalité est un peu l'expression d'une nouvelle réalité sociologique qui est en train de se préparer. Beaucoup de gens ne le perçoivent peut-être pas encore de façon consciente, mais tout le monde le sait, le voit tous les jours. Et il y a énormément de signes qu'envoie la société pour dire qu'il y a maintenant un déphasage complet entre une ancienne génération qui vivait sur d'anciens réflexes, sur un conditionnement particulier, sur une culture particulière. Moi, j'essaye d'expliquer que la génération de novembre, par exemple, est la même d'un point de vue culturel, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue de valeur que les générations précédentes. Seulement, cette génération-là avait réussi une victoire capitale qui a entraîné en elle un changement psychologique, d'ordre plutôt psychologique. La génération d'aujourd'hui est complètement différente parce qu'il y a eu bien sûr une instruction très large, dans les années 70 en particulier. Il y a une émancipation très nette de la femme qui maintenant intervient dans l'espace public sans causer de grandes émeutes ni de troubles. La femme maintenant est très présente dans les grands corps de métier, dans les institutions et très bientôt, je l'espère, dans les institutions politiques, donc l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ça, ce sont les valeurs qui font fonctionner la société qui ont changé. On ne réfléchit pas de la même façon. Le jeune d'aujourd'hui, un jeune à 30 ans ou 35 ans ou même 40 ans, n'a pas les mêmes valeurs, le même sens de la vie, le même sens de la dignité, les mêmes motivations, etc. Et cette génération nouvelle veut être représentée autrement, doit être représentée autrement. Pardon, je vous coupe. Je reviens juste à la question de Malek. Vous allez faire quoi? C'est-à-dire, vous allez être dans l'opposition à l'opposition ou l'opposition qu'on connaît? On connaît parce qu'une opposition qui fait de l'opposition, mais en soutenant le pouvoir. Absolument. Est-ce que vous allez faire la même chose ou pas? Non, je crois que je l'ai suffisamment dit, je l'ai suffisamment écrit. Je considère qu'il faut un changement fondamental, bien qu'il doit se dérouler dans la paix et la tranquillité, mais sans changement fondamental, il n'y aura pas d'avenir pour le pays. C'est-à-dire changement fondamental? Un changement fondamental, c'est d'abord un changement d'homme. Il est clair, et je l'ai toujours dit et redit, je sais que les gens prennent toujours avec les pincettes cette problématique d'homme, mais moi je suis pour un changement à partir du président de la République et en allant vers un retrait définitif de toute
la génération... Moi, j'ose croire et j'ose espérer que le président de la République a compris, et d'ailleurs il l'a même signifié, que la génération qu'il représente est totalement en déconnexion par rapport au reste du pays, qu'ils ne sont plus une solution, au contraire, ils sont le problème du pays. Donc, cette génération-là, ces dirigeants-là, doivent tirer les conséquences de cette situation et s'en aller dignement. Sofiane Gilali, Oui. en disant qu'il faut changer les hommes, Oui. vous ne dites pas, avec ça, il faut changer de politique. Est-ce qu'il est plus important de changer de politique ou de changer les hommes? Parce que lorsque vous établissez un clivage entre les générations, moi je vous dirais tout simplement, Ahmedou Yahya est à peu près de la même génération que vous. C'est la même génération. J'avais commencé par les hommes, mais dans un changement fondamental, il est évident qu'il faut revoir le système de fonctionnement de l'État en entier. L'État algérien aujourd'hui ne fonctionne pas vraiment sur la base du droit. Le droit n'est qu'une apparence globale, une vitrine, mais en réalité, c'est un peu les humeurs et les décisions qui se font souvent de façon occulte qui imposent la décision. Donc je ne voulais pas dissocier les hommes du système lui-même. La nouvelle génération, il ne faut pas la comprendre comme génération par rapport à l'âge exclusivement. Vous savez, l'Algérie produisait le tracteur de marque Sirta à Sonacom en 1975. S'ils le produisent encore, c'est toujours le même tracteur, même il sort de l'usine. Monsieur Ouyahia est sorti de l'usine bien ancienne du pouvoir qui produit les mêmes figures, les mêmes mentalités, les mêmes réflexes. Donc, de ce fait-là, il est évident que, même s'il se considère comme jeune, mais dans la tête, il est bien vieux. Donc, ce changement, هذا التغيير وذهاب هذه الوجوه بين فيهم رئيس الجمهورية متى؟ أنا نتمنى في فترة ما تكونش طويلة، مثلا من 2014 لازم كل النظام هذا يهيئ نفسه للرحيل. هل النظام مستعد للرحيل والتغيير؟ ماشي من الرغبة نتاعو. هو ما نظنش، وحتى باه نقول لك يعني الحقيقه اليوم ولا رانا نعيش نوع من التفتح السياسي وتفتح يعني في التلفزه والاذاعه الى اخره، هذا رغما عنهم، لان الاوضاع الجهويه في المنطقه تغيرت، والنظام الجزائري ما يقدرش يقعد منغلق على نفسه ويشوف ان الميدان يسمى انسحب من تحت اقدامه. فعليه اما يتاقلم ويتطور دائما يعني بالخلفيه انه يستمر يعني بوجه او اخر. لكن هنا وين جيل جديد يقدر كجيل ماشي كحزب، نتكلم على الجيل الجديد بوجوه جديده بكفاءه بامكانيات برغبه يعني اراده قويه، لازم يبادر ويعاونهم باش يرحلوا. Mais se trouve que c'est le régime même qui a initié le changement. Est-ce que cela veut dire que ce changement est une façon de régénérer le régime? Il peut avoir l'intention de régénérer, mais en fait, il a initié ce changement parce qu'il n'avait plus le choix, parce qu'il est acculé, donc il a lâché du lest, tout simplement. Et il y a 2 ans de cela, il n'était absolument pas question d'ouvrir à de nouveaux partis politiques. Je vous rappelle, au mois de mars 2011, le ministre de l'Intérieur disait clairement qu'il n'est pas encore question d'ouvrir le champ politique à de nouveaux partis. Donc s'ils l'ont fait, c'est malgré eux. Bien entendu, ils s'y sont préparés un petit peu, ils ont peut-être quelques copains à qui on a confié quelques tâches. C'est évident, une floraison de 22 ou 23 partis en un clin d'œil, ce n'est pas aussi simple. Non, donc votre position... Pardon, Malk. C'est-à-dire rester fermé pendant 12 ou 13 ans, oui, et après ouvrir à 24 partis politiques, c'est un peu une façon aussi de fausser le jeu. Oui, non, c'est clair. D'abord, ils ont ouvert très tardivement le champ politique par rapport aux échéances. J'avais dénoncé ça en son temps, et c'était évident qu'ils voulaient retarder le maximum tout en donnant un semblant de bonne volonté pour pouvoir persister dans le même système le plus longtemps possible. Mais en même temps, ces 22 ou 23 partis, j'ai des doutes qu'ils soient tous construits sur une base réellement militante. Donc si on comprend bien, votre position n'a pas changé vis-à-vis des réformes. Vous n'y croyez toujours pas? Absolument pas. Les réformes ne sont que le résultat d'une ouverture consentie sous pression. Mais maintenant, si on fait le résumé des réformes,
Qu'est-ce qu'il y a eu, en fait, depuis l'adoption des dernières lois? Il y a eu simplement quelques aménagements techniques qui n'ont presque aucun sens politique pour la loi sur les partis politiques. Je vous donne un exemple. Il fallait réunir 25 membres fondateurs répartis sur 16 wilayas. La nouvelle loi exige 24 membres fondateurs répartis sur 12 wilayas avec 2 membres par wilaya. Ça, c'est vraiment aller chercher, couper le cheveu en 4. En réalité, nous sommes revenus tout simplement à 99. Voilà. Après avoir passé maintenant près de 13 années dans une impasse, on s'aperçoit qu'il n'est plus possible de persister dans l'erreur. Donc, on est revenu à 99. Voilà, retour à la case départ. Parce que un parti politique qui se constitue en 99, quelle est la différence avec un parti qui se constitue en 2011 ou 2012? Rien. Les partis politiques avaient accès aux médias publics. Puis, ils n'ont plus eu accès à ces médias et maintenant, de nouveau, ils ont accès. Donc, en fait, pour revenir à 99, il faut attendre que cette assemblée soit installée, qu'il y ait un amendement constitutionnel qui rétablisse la limitation des mandats. Parce que c'est ça la vraie perte de substance de la démocratie, des capacités d'alternance dans le pays. Il faut vraiment revenir à ça? Oui, c'est clair. Et je peux vous donner les raisons, parce que ce n'est pas un choix qui est juste comme ça politicien. Est-ce que c'était d'abord une erreur d'avoir enlevé la limitation de mandat? C'est clair. C'était une erreur. Personnellement, moi, je l'ai écrit à ce moment-là. Je l'ai dénoncé. Et je vais vous dire pourquoi. C'est pas simplement parce qu'on peut avoir un bon ou un mauvais président. Si on a un mauvais président, on veut qu'il s'en aille plus vite. Et si c'est un bon, il faut qu'il reste plus longtemps. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Un pouvoir, le fait qu'il se stabilise sans limite dans le temps, finit par se scléroser. Il y a un entourage qui se constitue autour du président de la République dans ce cas-là, mais aussi, je vais vous le dire, autour d'un président de parti, par exemple. Et au bout d'un certain temps, le président est pris dans une nasse de réseau d'intérêts où il ne peut plus rien apporter. Par ailleurs, la fonction... Ça a été le cas et c'est le cas? C'est le cas. Par ailleurs, la fonction d'un président de la République nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de présence. Et je ne crois pas que humainement, il soit possible de fonctionner au-delà d'une dizaine d'années sur ce rythme-là. Et donc, quand je le dis, c'est vrai aussi pour les partis politiques. Moi, je l'ai déjà dit. Quand on a constitué Jil Jadid, on a inclus dès le départ la clause que le président du parti ne pouvait renouveler qu'une seule fois son mandat. Parce que si on ne le fait pas à l'intérieur du parti, nous ne sommes pas en mesure de le réclamer pour l'État. Mais dans les conditions que vous savez aujourd'hui, vous avez accepté de participer aux élections législatives dans une improvisation qui, somme toute, vous est imposée par le pouvoir. Est-ce que vous ne courez pas le risque, justement, d'essuyer un échec cinglant? Nous avions, dès le départ, en fait, pesé le pour et le contre. Et on a déclaré à plusieurs reprises, en tant que parti, que ces élections n'étaient pas un objectif stratégique, mais qu'en fait, on allait utiliser cette opportunité pour faire connaître un peu le parti, pour lui donner sa personnalité, etc. Il est évident qu'avec les cadres du parti, les militants, etc., il fallait leur parler explicitement, mais au-delà également aux citoyens. Vous le savez, depuis maintenant le début de la campagne, je fais énormément de contacts avec les citoyens, partout dans les wilayas, les petits villages, et on a des discussions très franches. Et je leur explique qu'il est possible qu'on ait 0 député, comme il est possible qu'on en ait 5 ou 10. Moi, je leur dis, si nous avons 5, c'est une victoire. Si nous en avons 15, c'est un miracle. Et si nous en avons plus, c'est un problème. Donc, mais avoir 0 député est aussi une possibilité, parce que nous n'avons pas la garantie que ces élections soient totalement propres, honnêtes, et qu'il n'y ait pas de fraude. J'ai vu certains partis ou chefs de partis politiques déjà se positionner en tant que futurs chefs de gouvernement. Ils commencent à désigner les présidents de l'Assemblée et s'octroient 120 et plus sièges. Je me demande s'ils ont lu ça dans les Hrouz ou... Est-ce qu'il y a des signes de tentatives de fraude, par exemple? Est-ce que vous avez... Aujourd'hui même, la Commission nationale a été saisie. Le bulletin d'un des partis de l'Alliance se retrouvait à l'extérieur. Donc il est déjà à l'extérieur. Quelle alliance? L'Alliance verte. Verte. Voilà.
Donc c'est quand même étonnant. Donc toutes les garanties données par l'État restent insuffisantes. Je vais vous dire, il y a des garanties écrites, légales, qui relèvent de la loi, ou celles qui relèvent du règlement, ou qui relèvent de dispositions techniques. Et il y a des garanties qui sont d'ordre politique. Les premières ne peuvent être véritablement respectées que s'il y a une véritable décision politique pour aller vers le changement. Or, ce pouvoir va au changement en reculant. C'est-à-dire, tant qu'il y a une pression sur le terrain, dans l'environnement international, il cède. Mais s'il y a une possibilité de ne pas céder, il garde ses positions. Donc c'est là où il fallait profiter que des partis politiques nouveaux, mais réels, vrais, qui correspondent à une demande et qui correspondent à un projet à porter, qui soient là et qui poussent aussi. Moi, je dis toujours à mes amis, on était un peu comme dans la tente devant le portail. Ils ont fait une petite ouverture, nous sommes rentrés avec le troupeau. Il fallait passer, il fallait légaliser notre action politique. On ne pouvait pas rester les bras croisés. D'ailleurs, notre devise, c'est le devoir d'agir. Donc, il ne faut pas attendre qu'on nous offre quoi que ce soit, on ne nous l'offrira pas. كيف تعرفون بأنفسكم في ظل تواجد أحزاب كبيرة وأنتم حزب جديد نعم. العملية صعيبة مش سهلة، لكن هذا نابع من إرادة عميقة ومن يعني تحليل كذلك تاع المجتمع. أنا واثق في المجتمع الجزائري أنه يطلب الجديد ويحاول يصيب رجال ومنظمات أو أحزاب اللي يقدر يدير فيها ثقة. أنا نشوف كي نروح نتكلم مع المواطن، ننزل هكذا في مقهى ولا على الرصيف ولا أمام الجامعة ولا بصفة عفوائية تماما، حتى واحد ما ينتظر، وإحنا نختار حتى الوقت الأخير باش نروح للإخوان. الأول في الأيام الأولى كان نوع من تردد، يعني المواطن والشبان بالخصوص يكونوا يغلقوا هكذا، ما يحبش يتكلم، لأن ما كان أي ثقة في السياسة، في العمل السياسي، في الرجال السياسيين، في الأحزاب. ثم يدخل خطوة بعد خطوة، يدخل في حوار ويبدأ يتكلم، ولازم نسمعوا له، احنا خليوه يتكلم يقول واش في قلبه، ومن بعد نفهموه واش هي يعني المسلك نتاعنا، واش رانا نطرحوه. كي يطلب منا السكن ولا الشغل ولا نقولوا له احنا ما نقدروا نعطوا لك لا سكن ولا شغل، لكن هاوليك الاقتراح منين نقدر نعاود نبني الامل، نبنيه بهدف هو انه لازم نعاود نبني دولة القانون عندما كلنا نكون كأسنان المشط سواسية. إذا ليس لديكم برنامج؟ لا، ما تقدريش تقولي هكذا، لأن شوفي درك البرنامج كيفاش التعريف نتاعو، دخلونا في واحد نقول صندوق ولا موقع وين يقول لك البرنامج يجيب لي شحال تخلق شغل، شحال تخلق منصب، شحال تخلق ساكن. هذا مش برنامج سياسي، هذا برنامج تقني ويرجع الى الواقع الحقيقي تاع الاقتصاد والامكانيات، وهذا حتى واحد ما يقدر يغير هذا الواقع في فرصه. لكن الاحزاب راه يتكلم، مثلا حزب العمال يقول 3 ملايين منصب شغل، يقدر. هما هذا عباره عن كلام، ويقول لك لي بروميس نو سون يعني نو دوف تيت تونو كو بار سو كي لي كروا. على بالنا بلي هذا برك ديماغوجيا، وحنايا قلنا لازم الجزائر يكون عندها تيار سياسي نابع من فكر يخلق من المجتمع، يرفع قيم جديدة اللي راهي تخلق في المجتمع ويبني بها مستقبل حقيقي. المشكل ما راحش يتفتح ولا يتحل في ظرف انتخاب هذه تاع 10 ماي، لأن مثلا غلطة نقول 10 ماي هو مثل أول نوفمبر، لأن أول نوفمبر واش جاب لنا 7 سنين حرب. هل 10 ماي راح تجيب لنا 7 سنين حرب؟ ربما المقارنة مع 5 جويي. نعم، استقلال، نستقل من الناس اللي يسمى استعمروا من جديد البلاد. المشكل السيد سفيان انكم نعم. الان انتم في مواجهه مواطنين او شارع نعم. يضعكم في سله واحد، يعني انتم كحزب جديد والاحزاب القديمه نعم. بالنسبه ليه كاع السياسيين يا اما سراقين، تسمح لي على التعبير نعم. او منتهزين نعم. او حابين يسرقوا نعم. يعني كيفاش انتم كحزب جديد تحاولوا توصلوا رسالتكم للمواطنين؟ انا اقول لك ما كان اي مستقبل للجزائر ولا ما نعاودش ثقه ما بين المواطن والدوله.
كيفاش الثقة هذه تتبنى؟ اولا لازم الدوله حقيقه تصبح دوله للجميع، وين كل الجزائريين يحسوا نفوسهم باللي راهم يشاركوا في بلدهم، سو سون دي زاكسيونير دو لور بيي. اليوم لازم باش يخرج بطاقه الجنسيه يعاود يجري كل عام عامين، لازم يجيب هو يعني الدليل باللي باباه وجدو وجد جدو باللي جزائري. هذا مش معقول، عنده بطاقه التعريف بصح يقولوا له ما راكش جزائري. دونك لازم نعاودوا نخلقوا الثقة هذه ما بين المواطن والرجل السياسة. كيفاش تتخلق؟ بالاتصال، لا كومونيكاسيون. كي ننزل إلى الميدان ونتكلم معهم نربحوهم واحد بواحد. أنا قابل كل انتخاب نربحوا 10 100، لأن مانيش متسرع. أنا مانيش مهتم بحقيبة وزارية ولا يكون جلالي أنت peut-être ماكش متسرع، بصح الجزائر ne peut pas attendre plus que ça. Le peuple ne peut pas attendre plus que ça. Mais personne n'a de solution immédiate à lui proposer. Maintenant, les choses sont telles quelles, il n'y aura pas de changement immédiat fondamental. Il y aura encore les principaux partis vont encore fonctionner avec quelques variantes, quelques changements. On est en train de réfléchir ce que nous pouvons proposer aux Algériens dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Parce que l'avenir passe par le présent. Si nous ne faisons pas ce travail, personne ne le fera. Parce que nous avons des bonimenteurs. العمل الجواري في هذه الحالة. نعم، ورانا في قلب العمل الجواري يوم بعد يوم نزوروا، نتكلم حوالي 8 ساعات في كل يوم، نتلاقى مع كما قال المواطن ولا ما عندوش لا باسيونس، ما يقدرش يستنى. حتى لي menaces étrangères, la région, les pressions, tout ça ne peut pas attendre. Les menaces étrangères sont un argument très facile qui a été utilisé et un peu usé. Donc s'il y a menace, c'est une menace de perte de la cohésion sociale à l'intérieur. Et moi, je vais vous dire, j'ai fait 16 wilayas jusqu'à aujourd'hui. Partout où on va, dans les petites villes, y compris, je vais vous dire, dans les régions qui sont considérées comme privilégiées, par exemple dans la wilaya de Tlemcen, eh bien, les gens vous disent, nous sommes les oubliés de l'Algérie, tout le monde va bien sauf nous. Et il y a une forme d'animosité qui est en train de se créer partout dans le pays, région contre région, wilaya contre wilaya et commune contre commune. Qui en est responsable? Le pouvoir. Pourquoi? Parce que le pouvoir a d'abord surconsommé la symbolique de la révolution. Je vais vous dire, en 1962, l'Algérie avait un mythe fondateur de l'État algérien et un capital symbolique immense. Les Algériens étaient prêts à tout pour voir ériger un État tel qu'ils l'avaient imaginé et rêvé. Malheureusement, le pouvoir n'a fait que consommer ce capital et aujourd'hui, ce capital il n'y a presque plus rien du tout. C'est-à-dire qu'avec la perte de ce capital, il y a la perte du sentiment national. Voilà le danger. Donc nous sommes dans une phase de chute du sentiment national, aggravée par l'affaissement moral généralisé. La corruption est devenue tout à fait courante, banalisée à tous les niveaux. Et ça, c'est insupportable. Et c'est évident que le citoyen ne peut plus croire ni en l'État, ni en ses démembrements, et il ne peut pas croire ni dans ses élus, ni rien du tout. Maintenant, il faut leur tenir un langage de vérité. Moi, je dis aux jeunes, d'accord. Un langage de vérité, mais aussi de clarté. De clarté. Alors, à propos de Gilles Jadid, oui. Il serait peut-être temps d'expliquer qui est Gilles Jadid. Oui. Par exemple, au plan de son idéologie. Oui. Vous aviez récemment déclaré que nous nous situons au-dessus des idéologies. C'est difficile à comprendre. C'est difficile. Et mieux, vous avez accusé les idéologies et vous avez déclaré exactement les idéologies ont été offertes au peuple comme des os à ronger. Absolument. N'est-ce pas? Et je maintiens, oui. Et vous maintenez ça. Et je maintiens. Donc, prenons l'exemple... L'idéologie de Malek Bennabi, par exemple, qu'est-ce que vous en faites? Non, ce n'est pas une idéologie. D'abord, Malek Bennabi n'a pas proposé d'idéologie. La pensée de Malek Bennabi qui vous a longtemps inspiré. Oui. C'est une analyse. Malek Bennabi a été iconoclaste. Bennabi a dit la chose suivante, très simple. Le monde arabo-musulman n'a pas un problème de foi, il a un problème d'efficacité. C'est sa logique pragmatique qui est en cause. Donc il ne s'agit pas de faire revivre la foi à travers une forme de rituel ou de ritualisme ou de choséisme. Il a dit simplement qu'il faut que l'homme musulman comprenne que l'économie est un fonctionnement rationnel et il faut qu'il se mette à travailler pour produire.
de façon très rapide, disons très schématique. Donc Ben Nabi ne propose pas d'idéologie. Mais quelles sont les idéologies aujourd'hui qui sont offertes? L'idéologie islamiste, qu'est-ce qu'on en a fait? L'idéologie laïque, parce que la laïcité est devenue une idéologie aujourd'hui. La laïcité et l'islamisme n'ont été que deux faces de la même pièce qui ont entraîné le pays dans une guerre interne qui a duré 10 ans. Et j'ai entendu certains venir de nouveau rediviser le pays entre archaïques, conservateurs islamistes et modernistes, et donc une ligne de partage complètement incohérente. Est-ce que vous pensez que les islamistes ont une chance d'avoir la majorité? Moi, je n'ai pas de boule de cristal, et contrairement à certains islamistes, moi je ne fais pas de ruqya. Je n'ai pas de... Donc ça, je ne le sais pas, il n'y a pas de statistiques fiables. Ce que je peux vous dire, une chose, c'est que moi, en faisant le travail de terrain direct, en ayant ce contact, j'allais dire charnel avec les gens, je n'ai vu nulle part aucun islamiste parler avec le langage de celui qu'on avait coutume d'entendre. Aucun. Je n'en ai rencontré aucun. Et pourtant, Dieu sait que n'importe où, un parmi les jeunes aurait pu se lever pour me faire des remarques sur cet aspect-là. Maintenant, les gens ont besoin de se sentir respectés dans leurs croyances. Ils sont musulmans, ils sont pratiquants très souvent, mais maintenant sans complexe. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce changement de valeur dans les générations. Notre génération est en fait l'objet d'un changement anthropologique, pas simplement d'un changement d'adaptation avec le monde moderne. Alors vous trouvez le vendredi des jeunes que vous rencontrez dans la semaine tout à fait normalement, qui vont faire leur prière parce qu'ils ont besoin d'une dimension spirituelle. Et ça, personne n'a intérêt à briser cette référence-là, parce qu'elle est la source d'une morale, elle est la source de principes de vie, elle est la source d'un enrichissement interne. C'est un élément fondamental. C'est un élément fondamental de notre identité. Donc, pourquoi revenir sur des discussions qui n'ont plus lieu? Maintenant, il nous faut résoudre objectivement des problèmes objectifs. Comment allons-nous mettre en place un système économique qui crée de la richesse? Nous importons pour 50 ou 60 milliards de dollars par an, nous en exportons. Ce matin à la radio, j'entendais le chiffre, 584 millions de dollars pour... Même pas un milliard, c'est 500 000 dollars. C'est ridicule, c'est ridicule, alors que le pays a des potentialités extraordinaires. C'est la preuve de l'échec de tous les gouvernements. Bien entendu, prenez le taux de croissance. Et il nous parle que de réussite, il est toujours plombé à 3%. L'Algérie peut faire 8 à 12% de taux de croissance. Elle a les capacités pour cela. Nous avons un marché qui peut absorber... Avec une économie productive, pas, oui, il faut mettre une économie basée sur la rente pétrolière. Donc il faut mettre en place une économie productive. Ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le faire parce que, tout simplement, ça demande de l'effort, ça demande du travail, ça demande de veiller. Mais messieurs les ministres ne veulent pas veiller. Eux, ils veulent aller s'amuser. Ils sont bien là où ils sont. Vous leur apportez du travail. Ils ont du pétrole. Vous pensez quoi du gouvernement actuel? Aussi nul que les autres. Vous êtes sans nuance. Non, mais on parle la vérité. Bien sûr, on peut rentrer dans les nuances, caresser dans le sens du poil, attendre des gentillesses. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, nous sommes face à un problème de destin pour le pays. Ça suffit, ces petits bricolages à la sauvette. C'est pas possible de mener un pays comme ça. Pour vous, l'Assemblée prochaine peut durer 2-3 ans seulement. Oui, c'est-à-dire qu'elle est transitoire. Est-ce que cela veut dire que le changement est reporté pour 2014 ou au-delà? C'est un début de changement qui est imposé par les événements. On ne peut pas s'attendre immédiatement à avoir une majorité formée par un seul parti, c'est évident. Il y aura une assemblée mosaïque. Ça permet aussi... Une majorité introuvable. Une majorité, ça se trouve très facilement, les majorités, parce qu'il y a des postes ministériels derrière. Mais ça permet au gouvernement de faire passer un projet sur les amendements constitutionnels comme il est déjà, je suppose, tracé. Donc, mais bon, ne faisons pas toujours ceux qui ne sont jamais satisfaits. Et je pense que tout de même, il y aura un pas vers l'avant. On reviendra très probablement à la limitation des mandats. On reviendra très probablement à un poste de chef du gouvernement, donc qui représente un autre pôle de l'exécutif. Il faudra renforcer le pouvoir législatif. Il faudra permettre aux députés de contrôler le gouvernement. Ça ne se fera pas immédiatement.
ça commencera à se faire. Mais Donc moi, on va revenir à parie- 2008, avant 2008. Oui, bien entendu. Mais je parie qu'en 2014, un nouveau président de la République va réclamer au peuple une majorité. Donc il sera obligé de dissoudre à ce moment-là cette assemblée-là qui aura été juste une assemblée de transition. سيد جلال سفيان، شكرا لنزولك ضيفا على دزير ويب تي في. شكرا. أشكر زملائي الذين ساعدوني في إدارة هذا النقاش. شكرا لكم على المتابعة. ابقوا على دزاير ويب تي في وإلى عدد جديد من سان بارتي بري.